Buongiorno a tutti. Bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre dont je suis persuadé que ce sera vraiment très fascinant pour nous tous, dans lequel on voudra rappeler à tout le monde un événement qui s'est passé il y a 50 ans, le premier débarquement de l'homme sur la Lune. Le titre du meeting de cette année est évocatif de quelque chose qui concerne quelque chose d'aujourd'hui. Ton nom est né de ce que tu fixais. S'il y a quelque chose que l'homme a fixé depuis la préhistoire, c'est le ciel. L'homme a maturé sa propre conscience à l'ombre des étoiles, en regardant la vastité du ciel. Et dans le ciel, il y a un astre qui, plus que les autres, devrait avoir capté l'attention des anciens, carrément de l'homme préhistorique. Et cet astre est la Lune. La Lune avec sa lumière, avec sa forme étrange et mystérieuse, qui change cycliquement dans le temps. Et il y a des repères archéologiques qui démontrent que même l'homme des Cro-Magnons, plus de 30 000 d'années, reconnaît déjà le cycle lunaire et le ciel. Ce regard plein d'émerveillement de l'homme ancien a fait commencer un parcours que, après longtemps, a amené beaucoup d'hommes, et cela fait beaucoup d'impression à le voir, beaucoup d'hommes de notre humanité donc, à marcher sur la Lune, à voyager et revenir sur Terre sain et sauf. C'est quelque chose qui est réellement... C'est quelque chose qui a changé la perception de nous-mêmes en tant qu'habitants de notre Terre et de notre univers. Cela se passait le 20 juillet de 1969 avec la commission Apollo 11, quand Neil Armstrong et Buzz Aldrin débarquaient sur la Lune et leur collègue Mike Collins les attendait dans l'orbite lunaire tout seul pour la rentrée. Dans l'attente, durant ces 50 ans, il se sont passées beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on aurait la possibilité de se rendre compte de tout cela. D'un côté, depuis 20 ans, la station spatiale qui est en orbite autour de la Terre a vu se succéder un grand nombre d'astronautes qui l'ont habité pendant 20 ans en faisant plein d'expériences scientifiques. De l'autre côté, l'exploration robotique de notre système solaire nous a amené bien plus loin que la Lune, nous a amené visiter et débarquer beaucoup de corps de notre système solaire. Titan, par exemple, Vénus aussi. Et on est arrivé au bord de notre système solaire et carrément les dépasser avec l'exploration robotique. Aujourd'hui, nous avons ici au meeting de grands témoins, deux acteurs de toute cette entreprise qui est l'entreprise de l'exploration spatiale. Et ils sont deux amis, deux invités qui ont un profil de haut niveau mondial. Et moi, je veux les remercier doublement parce que tous les deux sont déjà des amis du meeting. Ils sont donc revenus ici, donc on les remercie doublement pour leur présence. Alors, je les présente très rapidement, même si il n'y a pas trop besoin de présentation pour de figures de ce calibre, de ce genre. Paolo Nespoli est un exemple
d'une image positive et grande de notre pays dans le monde. Il est astronaute et ingénieur. Paolo, tout de suite après le lycée, a fait le service militaire dans les parachutistes et il est resté là-bas pendant 8 ans. Ensuite, il a quitté l'armée afin de prendre un diplôme en ingénierie aérospatiale à New York. Ensuite, il a travaillé comme ingénieur en Italie et en Allemagne pendant 8 ans avant d'être sélectionné par l'Agence nationale italienne comme astronaute. Et pendant ses 20 ans en tant qu'astronaute, il a travaillé pendant 3 fois dans l'espace. La première fois en 2007 avec le Space Shuttle, donc américain de la NASA. Donc pour la construction de la station spatiale, il a fallu 15 jours. La deuxième fois, entre le 2010 et le 2011, avec la navette russe Soyouz, avec une mission qui a duré 159 jours, toujours dans la station spatiale. Et la troisième mission spatiale était en 2017, à nouveau dans la station spatiale pendant 139 jours dans l'espace. Donc ces 3 missions, Paolo a fait pendant ces missions, Paolo a fait beaucoup d'expériences scientifiques et il est resté dans l'espace comme un extraterrestre, comme il aime dire. Il est resté dans l'espace pour un total de 313 jours dans l'espace. Merci Paolo. Roberto Battistone. Roberto a été président de l'Agence spatiale italienne du 2014 au 2018 et c'est l'une des figures les plus autoritaires au niveau national du monde de l'espace. C'est un scientifique et ordinaire de physique expérimentale des 30. Il s'est formé à Pise avant, ensuite à Paris, à l'université d'Auxerre. Son champ de recherche est l'étude de la physique fondamentale dans le secteur spatial et avec des expériences des particules, avec l'étude des rayons cosmiques dont c'est l'un des maximums experts. Il a coordonné avec Samuel Ting, l'un des prix Nobel, le prix pour les études des rayons cosmiques sur le fait de sonder la présence des matières et antimatières obscures dans l'espace. Roberto, durant ces années, quand il était président de l'Asie, il a donné une nouvelle impulsion à notre agence spatiale et a relancé avec autorité notre pays dans le contexte international, dans l'espace même. Merci. Merci Roberto. Donc, en commençant ce dialogue, je voudrais vous demander, on parle d'un événement qui s'est passé il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on était tous les 3 des enfants. On avait presque 10, 12 ans. Ici, il y a aussi des enfants de cet âge. Alors, à partir déjà de cet âge, on a pu recevoir un signe qui a pu nous frapper. Vous avez un souvenir, un signe du destin, c'est juste? Pour moi, le signe du destin était ces missions spatiales des astronautes qui essayaient de faire quelque chose d'impossible à tout prix. En juillet 1969, moi, j'habite dans une région italienne qui s'appelle Brianza, en Lombardie. On se déplaçait seulement pour les vacances. Et en cette période, j'étais à Cattolica, pas loin d'ici, pas loin de Rimini. Mes parents étaient venus me voir et me disaient ce soir, il faut aller. On était allé voir
le célèbre atterrissage sur la Lune. Si je dois être sincère, je ne comprenais pas pourquoi c'est exceptionnel. J'étais un jeune et je pensais, ils sont en train d'aller sur la Lune, mais qu'est-ce qu'il y a d'étrange? Bien sûr, on peut y aller. J'ai compris que c'était exceptionnel parce qu'au début, c'était difficile de trouver un endroit où on pouvait regarder cet atterrissage. On est arrivé dans un petit endroit, il y avait beaucoup de monde, très très peuplé. Et j'ai vu que c'était exceptionnel dans les yeux des vieux, entre guillemets, dans les yeux des personnes âgées qui regardaient cet événement de manière transcendantale. Et donc j'ai pensé, il y a quoi d'exceptionnel? Quand je serai grand, je ferai l'astronaute. Et toi, Roberto, tu te rappelles de quelque chose? J'avais presque 12 ans, en cette période. Je me rappelle la télé que par rapport aux télés d'aujourd'hui était une sorte de jouet. Je pense qu'il n'y avait pas encore les couleurs. Au moins dans la télé que j'avais devant moi. Il y avait un célèbre débat entre Tito Stagno et Orlando en Amérique. J'ai mis un peu de temps pour comprendre. Ce que Paolo dit est vrai. Dans ces moments, si tu es trop jeune, soit tu es guidé par un adulte qui te pose les bonnes questions et qui te raconte les histoires, ou il n'est pas évident de percevoir le caractère extraordinaire de cet événement. Dans les 10-15 dernières années, cette dimension exceptionnelle est devenue toujours plus importante. Et on va le dire plus tard. Pour comprendre ce qu'on a eu 50 ans après, ce qui reste 50 ans après, nous fait comprendre ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette période. Paolo, à ton avis, en tant qu'astronaute, quels sont brièvement les aspects plus importants de cette mission, c'est-à-dire la mission Apollo 11? Il y a des choses, il y a des aspects particuliers dont je vais parler plus tard. Mais si j'y réfléchis maintenant, je suis restée 313 jours dans l'espace. Il y a des collègues qui sont restés 500, 800 jours. Donc, on aurait envie de dire les 8 jours de Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins ne sont qu'une petite chose, parce que ce n'est pas vrai, parce qu'ils ont fait quelque chose que personne n'avait fait. Il s'agit donc d'un travail de frontière. Faire quelque chose que personne n'a jamais fait, même s'il est plus simple par rapport à une mission de longue durée aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense c'est plus facile d'aller sur la Lune. Mais quand tu le fais pour la première fois, c'est totalement différent. Je les vois encore comme des pionniers. Parfois, je viens de faire une conférence avec Michael Collins et Buzz Aldrin. Malheureusement, Neil Armstrong a disparu il y a quelques années. Ils te regardent et ils te disent tu es resté 313 jours dans l'espace, et ils sont surpris. Mais moi, je leur dis vous êtes allés sur la Lune. Mais aujourd'hui, nous, on est des mécaniciens de l'espace. Eux, au contraire, abattaient des barrières de la connaissance à cette époque. Et on a besoin de revenir à ce moment. On a peut-être besoin d'aller sur la Lune, mais là, on a besoin d'aller sur Mars. Je réfléchis beaucoup à propos de l'état d'âme sur les astronautes, les ingénieurs, les techniciens, toutes les personnes qui ont mené cette mission, qui ont vécu cette mission lancée par Kennedy. Probablement, ils ne se rendaient pas compte. Et ils travaillaient de manière très sérieuse. On parle de beaucoup de personnes qui travaillaient pendant des années. Il y avait eu un investissement qui avait touché 5% du total des investissements fédéraux pendant ces années. Si vous y pensez, ils étaient en train d'affronter quelque chose de très difficile, plein d'imprévus, de dangers, avec une capacité, une réaction extraordinaire.
tout s'est bien passé, sauf l'Apollo 1, que sur une chose très bête, avait été un échec et 3 astronautes sont morts. Mais il y avait beaucoup de choses qui pouvaient mal se passer, qui pouvaient être un échec. Apollo 11 a vécu beaucoup de corrections jusqu'à la dernière minute et Apollo 13 a montré le risque, mais en même temps la capacité extraordinaire de corriger sur la base de ce qu'ils avaient préparé, connu, étudié, sur la base de la capacité de l'équipe, de la réactivité, de l'enthousiasme. Ils ont été à même de surmonter des difficultés énormément difficiles et compliquées. Cet aspect est ce qui rend cette opération extraordinaire. Et je ne sais pas s'il y a eu quelque chose de semblable. Toutes les autres aventures humaines dans l'espace, de ce point de vue, ne peuvent pas atteindre l'intensité de ces années. Je dis à ce moment de nous introduire dans le vif de cette aventure et de raconter avec ses yeux ce qui s'est passé et de nous dire son expérience, donc ton expérience, de vivre dans l'espace, de vivre la réalité de ce point de vue particulier. Donc j'ai 20 minutes pour 450 slides, diapos, donc c'est très complexe. Il faudrait aller vraiment en profondeur, donc désolé si je passe sur les choses très vite. On part de quelques remarques historiques. L'aventure humaine dans l'espace a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les guerres, de manière paradoxale, ont engendré des progrès importants d'un point de vue technologique. C'est paradoxal, mais c'est ce qui s'est passé. Les Allemands avaient inventé V1 et V2. Ils avaient ouvert les portes de l'espace. Les Russes avaient saisi cette connaissance et en octobre 1957, ils ont surpris le monde en lançant le premier satellite. Et ils ont surpris les États-Unis, que jusque-là avaient fait très peu dans les secteurs. Mais c'était les Américains, en 1929, à créer le premier moteur liquide pour lancer des choses dans l'espace. En 1957, il y a un satellite qui est lancé en orbite, tout le monde est émerveillé. Et à l'improviste, en 1961, le premier être humain vole dans l'espace. Et un soviétique, Yuri Gagarin, qui bouleverse tout le monde et qui laisse les Américains vraiment sans mots. Ils avaient commencé aussi en 1958 avec le projet Mercury, ensuite le projet Gemini et ensuite le projet Apollo, mais ils n'y croyaient pas vraiment. Ils continuaient à avoir des échecs, les choses ne marchaient pas, ils n'avaient pas assez d'argent, ils n'y mettaient pas vraiment leur tête, donc les choses n'allaient pas bien, jusqu'au moment où un jour, en septembre 1962, le président des États-Unis, John Kennedy, a surpris le monde et a surpris les États-Unis même. En bas à droite, avec la tête qui un peu pliée, est Lyndon Johnson, le vice-président. Alors que Kennedy fait un discours qui change l'histoire, lui, il est en train de faire ces choses, il n'écoute pas. Tout comme les techniciens qui étaient présents. Ce discours a été prononcé à Houston. Et donc, ils ont commencé à parler entre eux et disaient « Mais non, mais c'est pas possible, les Russes, ils ont déjà trop progressé, on n'arrive même pas à lancer un Suri. » Mais Kennedy a prononcé un discours incroyable où il dit « Nous avons décidé d'aller sur la Lune et de faire d'autres choses pendant cette décennie, non pas parce que ces choses sont simples, mais parce qu'elles sont compliquées. » Est-ce que vous avez jamais entendu un politicien qui dit « On fait cette chose parce que c'est difficile ?» Et le résultat, par définition, sera vu après son mandat. Ces choses, on les fait parce qu'elles non pas parce qu'elles sont simples, mais parce que c'est difficile. Cet objectif nous permettra d'organiser et de mettre à l'épreuve
la meilleure partie de nos énergies et capacités. Il dit c'est un défi que l'on veut accepter, que nous n'avons pas l'intention de repousser et que nous avons l'intention de vaincre. On l'entend. The other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Parlando poi, arrivando alla NASA e parlando... En parlant avec les techniciens à la NASA, tout le monde m'a dit qu'il pensait que Kennedy avait été drogué parce que ils croyaient que c'était impossible de dépasser les Russes. Ils avaient envoyé le premier homme, la première femme, la première balade spatiale. Donc, ils pensaient on va pas y arriver. Mais ils ont commencé à travailler, à construire des choses. Ils ont donc confié à la NASA ce mandat, cette mission, et l'objectif stratégique était de vaincre ce défi pour le pays. C'est quelque chose de très important parce qu'on n'arrive plus à le faire aujourd'hui. On n'arrive pas à avoir des objectifs stratégiques à long terme. On continue à travailler avec des petits projets à court terme qui ne donnent pas un grand résultat. Vous voyez ici les symboles de la mission Apollo. Aujourd'hui encore, il y a les noms des astronautes qui font partie de ces missions. Il y en a très peu. De ces blasons, des missions qui n'ont pas le nom des astronautes. L'image de Apollo 11, vous voyez, c'est la première mission où les astronautes n'ont pas voulu mettre leur nom parce que ils avaient une conscience très forte. Ils allaient sur la Lune pour représenter l'humanité. Il y avait l'aigle, bien sûr, qui représentait les États-Unis, mais cette conscience qu'ils avaient, c'était de représenter l'humanité. Cela a été perçu sur la Terre parce que quand ils sont rentrés, on a pensé que tout le monde était allé sur la Lune et pas seulement les Américains. Ceci est le moment où Neil Armstrong descend de l'escalier. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Peut-être il y avait un talc ou un cratère. Il ne sait pas. Les premiers mots qu'il a dit ne sont pas les célèbres, mais il dit « Je suis sur l'escalier, je ne sais pas quoi faire ». Il a essayé de remonter. Après, il est prêt pour descendre. Il sort son pied et il dit « C'est une sorte de poussière ». E ha detto la famosa... Et il prononce la phrase célèbre « A small step for a man, a giant leap for mankind ». Un petit pas pour un homme, un saut énorme pour l'humanité. Donc voilà le sens d'aller dans l'espace en tant qu'humanité, en tant que race humaine, pour conquérir la Lune. Il y a eu beaucoup de photos. Toutes les photos qu'on a sont des photos de Buzz Aldrin faites à Neil Armstrong. Il y en a pas faites par Neil Armstrong. La seule que nous avons de Neil Armstrong est celle-là où on voit le reflet de Neil Armstrong sur la visière de Buzz Aldrin. Neil Armstrong avait la caméra, il fallait la passer à Buzz, mais ils ont reçu un appel du président Nixon. Ça devait être un court appel, mais il a continué de parler. Et quand l'appel est terminé, on leur a dit il faut rentrer. Donc, ils n'ont pas passé la caméra. Mais d'autres disent que Buzz Aldrin était énervé pour ne pas être le premier. Il ne voulait pas
une des photos de Neil Armstrong. Cette photo aussi est très célèbre, la photo d'une botte. À cette époque, les photos étaient prises avec des caméras qui n'étaient pas digitales, donc c'était un problème. Ils avaient réussi à digitaliser cette photo, mais il fallait du temps. Et cela a un peu embêté nous, les Européens, parce qu'on était 7 heures... les quotidiens devaient imprimer le soir, on était 7 heures plus tard. Donc les journalistes, à ce moment, on essayait de faire ce qu'ils pouvaient. Ils ont mis des dessins, des photos du lancement. C'était quelque chose d'historique, mais tout ce qu'ils avaient, ils l'ont mis sur les premières pages. La seule chose qu'ils avaient trouvée, c'était une photo récupérée par la télé, qui ne permettait pas trop de voir, parce que c'était déjà assez d'avoir la télé. La première utilisation des réseaux sociaux était la télé, en quelque sorte. Les Russes n'avaient jamais publié, ils publiaient les choses 2-3 jours après. Et ils disaient, bah, c'est bien, on a réussi, Yuri Gagarin est dans l'espace, donc ils ne te disaient pas quand les choses ne marchaient pas. Ils te montraient ce qu'ils voulaient. Les Américains ont voulu utiliser la télé comme un réseau social. Ici, on voit encore la presse qui dit la première photographie, la Lune a été conquérée. Et le Messaggero, le quotidien Il Messaggero écrit Luna, la Lune, premier pas, où il met la photo de la botte. Donc, ils étaient les seuls à voir cette photo. Le jour d'après, quand la photo a été montrée, on a compris qu'ils sont allés dans une plage près des Roms. Ils ont fait une photo avec la botte d'un pompier et ils ont fait semblant d'avoir la photo. Et cela nous fait très bien comprendre que parfois, nous aussi, on se préoccupe des fausses nouvelles et tout. C'est mieux de ne rien publier et être sûr que c'est vrai, ou publier et après on verra. Ou créer la nouvelle. Tout cela fait partie du mystère de la Lune. Donc, c'est très intéressant. Moi, j'étais ce garçon-là. J'étais tout petit et je disais, je veux aller sur la Lune, faut conduire la Jeep lunaire. Et il me disait, étudie, tu vas réussir. Mais c'était presque impossible. Il y avait très peu d'astronautes américains, très peu d'astronautes russes, donc ce n'était pas facile. Le parcours était très difficile. Il a fallu des années et j'ai été sélectionnée quand j'avais plus que 40 ans en tant qu'astronaute. Donc, il a fallu du temps. Les astronautes avaient moins de 30 ans. Les astronautes qui sont allés sur la Lune avaient moins de 30 ans. Moi, à 40 ans, j'ai été sélectionnée dans l'Agence spatiale européenne et il a fallu 9 et 10 ans pour voler dans l'espace. Mon premier vol a été en 2007. Le vol pour construire les stations spatiales internationales, je l'ai fait quand j'avais plus que 50 ans. J'avais vraiment beaucoup de chance pour être sélectionnée et pour devenir astronaute. Aujourd'hui, l'obstacle pour voler, c'est soit de devenir astronaute ou d'être très très riche. Si vous avez quelques millions en surplus, vous pouvez acheter un vol sur l'espace. Après 1972, on va plus sur la Lune, mais on se rend sur la Station spatiale internationale qui est plus proche, seulement 400 km. La beauté de cette Station spatiale internationale est que l'on trouve des choses, des conditions que sur la Terre, on ne peut pas trouver. Donc, on peut mener des expériences que sur la Terre ne marchent pas. C'est pourquoi on veut rester sur cette station. C'est pourquoi on va dans cette station. Parce qu'on peut faire des expériences, on peut faire de la recherche d'une manière qu'il n'y a pas sur la Terre. Parce qu'il y a deux conditions. Tout d'abord, il n'y a pas la force de pesanteur, de gravité. La raison pour laquelle je suis ici assis avec mon pied cassé, c'est parce que dans la dernière présentation, j'ai voulu démontrer les effets de la force de gravité et je me suis rappelé que la force de gravité est importante et donc je me suis cassé le pied.
Sur la Lune, on ne ressent pas la force de gravité et toutes les petites forces qui existent, mais qu'il n'y a pas. Toutes ces forces deviennent appréciables parce que sur la Terre, la force de gravité est plus importante que les autres. Sur la Lune, on peut voir toutes ces petites forces et comprendre, faire des découvertes spatiales. La station spatiale tourne autour de la Terre à 28 000 km par heure. C'est 8 km par seconde, c'est-à-dire que le soir, tu vois la Terre qui passe à 8 km par seconde. Si tu as 1 heure et demie, tu fais le tour complet du monde. Tu vois une aube et un coucher de soleil. Tu vois une partie de Terre la nuit, où il y a beaucoup de lumière, parce que l'homme est partout. Et après, tu le vois pendant la journée. Tu vois 4 saisons, 5 continents. C'est vraiment quelque chose de merveilleux et ça te donne une perspective extraordinaire. Faire des expériences avec des conditions que sur la Terre n'existent pas et regarder la Terre en tant qu'extraterrestre d'un point de vue différent sont les choses qui vont peut-être être les caractéristiques principales des voyages dans l'espace. Donc, je pense qu'un jour, grâce au tourisme spatial, tout le monde pourra profiter de cela. À l'époque, ils allaient sur la Lune. Ils sont restés quelques heures. Ils sont allés et revenus en 7 jours. Aujourd'hui, on se rend sur la station spatiale et on est allé en tant que force, en tant que main-d'œuvre. On a une journée de travail avec des tâches. Et de Houston, on reçoit des missions parce qu'on veut être productif. Il faut s'organiser. On ne peut pas se réveiller le matin et dire, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait une expérience en génétique. Non, tu te réveilles le matin et tu suis les indications de Houston. On travaille 8h30. 2h30, on fait de l'exercice physique. Et après, 1 heure pour manger. Après, le soir, tu te reposes un peu. Tu manges, tu te reposes un peu, tu te laves et après tu recommences la journée suivante. Personne ne te dit quoi faire entre 7h du soir jusqu'à 7h30 de matin. Et c'est là le moment où on commence à faire des photos, aller sur les réseaux sociaux et on essaie de dormir un peu. Voilà une journée de travail d'il y a 1 an. Vous voyez, c'est très complexe. La ligne rouge te dit où tu es et ce que tu devrais faire, ce qu'il y a par rapport à ta position et ce que tu dois faire. Un bon astronaute, le meilleur astronaute, est celui qui arrive à faire ce qu'il y a écrit sans bouleverser les plans. Parce que chaque erreur que tu fais, chaque minute perdue, chaque chose que tu n'arrives pas à faire provoque des vagues qui retombent sur le reste de la mission. Donc, tu es aussi jugé sur ta capacité à suivre le programme et ne pas faire des fautes. Si tu vas trop vite, ça ne va pas parce qu'il bouleverse aussi, il change trop le système. Si tu fais ce qu'on te demande de faire, tu es le meilleur astronaute. Très vite. Sur la station, tout le travail que l'on fait, c'est pour élargir notre connaissance. Je travaillais sur la recherche de base quand j'étais dans la station internationale. On me demande très souvent, pendant 313 jours dans l'espace, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait que je peux avoir à la maison? Et je dis, bon, je sais pas. Je sais pas. Parce que faire de la recherche, ce n'est pas comme aller au supermarché. J'ai 10 €, je vais au supermarché, j'achète 1 litre d'eau, 3 sandwichs, une pomme, une poire. Je reviens et voilà ce que j'ai acheté. La recherche est un investissement dans l'avenir. Ça veut dire que je mets à la disposition des personnes qui savent faire un travail, des sous. Ces personnes pourront trouver quelque chose dans l'avenir qui peut-être sera utile dans 10 ans. Vous considérez cela une perte d'argent? Est-ce qu'on veut quelque chose tout de suite? Mais ça ne marche comme ça. Les nations qui font de la recherche sur l'avenir sont celles qui vivent mieux parce qu'elles changent, elles modifient. Les autres nations sont comme des dinosaures, morts, extincts.
qui n'ont pas compris que le temps change et qu'il faut évoluer. Donc la recherche est nécessaire. Si l'on regarde ce diapo de la NASA, dans l'expédition 51-52 où j'étais en 2017, on a fait 330 expériences au total dans tous les domaines, biotechnologie, sciences de la Terre, sciences de l'espace, éducation, activités culturelles, sciences physiques, technologie et bien d'autres. Mais après, tu n'as pas un résultat immédiat. Pour compléter une expérience sur la station, il faut de 2 à 5 ans. Ce n'est pas 10 minutes, un jour, 3 mois. Juste pour faire une expérience et avoir les données, il faut entre 2 et 5 ans. Ensuite, il faut de 1 à 3 ans pour que les données soient analysées et entre 3 et 20 ans pour avoir des retours sur les résultats. Sans investissement, on ne peut pas le faire. Combien de personnes nous sommes ici? On est à 1000 plus ou moins. Quelqu'un d'entre vous a trouvé une pépite en or? Bah alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de pépites d'or dans le monde. Elles existent ou pas? Bah oui, si elles existent, pourquoi vous les avez jamais cherchées? Maintenant, vous pouvez pas commencer à chercher des pépites parce que dans les rues de Rimini, il n'y a pas de pépites d'or. Il faut aller dans le bon endroit avec les bons appareils et alors tu les trouves, mais tu peux pas aller ici à côté de la foire et dire je vais commencer à chercher et je vais trouver 20 kilos de or. Les résultats avec le bon équipage, les bons appareils sont possibles, mais à long terme. Si tu cherches pas bien, tu ne vas jamais atteindre des résultats. C'est comme ça la recherche. Une nation développée doit continuer à élargir et enrichir sa connaissance parce que cela signifie vivre mieux dans l'avenir et faire mieux vivre les personnes. Merci. Je prends encore quelques minutes. Je suis arrivé presque à la fin. Je veux juste vous montrer comment dans la station spatiale doit être entraîné pendant toutes ces années. Tu dois tout faire parce qu'il n'y a pas de plombier dans la station. Si le WC se casse, je ne peux pas demander un plombier pour moi. Je dois tout faire, je dois tout résoudre. Eh ben non, moi je ne suis pas ingénieur, je ne peux pas faire cela. Si quelqu'un se fait mal, se fait une blessure, la personne qui te soigne, c'est un ingénieur, c'est pas un médecin parce que ce n'est pas là-bas. On fait aussi donc des recherches sur des cellules de cancer, on a des expériences, on va voir comment se comporte le cerveau, comment les flammes se comportent aussi. En 2017, on a découvert une nouvelle classe de flammes qui pourrait amener à l'amélioration de certains moteurs parce que dans l'espace, il n'y a pas la force de gravité, par exemple, comment cultiver les plantes, comment faire des diagnostics à long terme, et de Athènes jusqu'à la Chine, par exemple. Ces expériences sont faites en Italie seulement par 2 hôpitaux, alors que dans l'espace, on a pu faire tout cela. Cela veut dire que dans l'avenir, on pourra faire des diagnostics des patients à la maison. Et c'est une chose très intelligente à la place de les amener à l'hôpital. Les expériences qu'on a fait avec la puissance de gravité, avec le déplacement des liquides, nous font devenir aussi un peu plus faibles que le normal. Des expériences aussi éducatives, des expériences sur les muscles, sur le physique, technologique, où on lance des satellites, et même des expériences sur les radiations, des expériences sur la métallurgie, une expérience de métallurgie encore. Je vous montre ces images. On parle avec les écoles pour des choses éducatives, on fait des exercices physiques, du stretching. C'est intéressant de comment se réveiller le matin et travailler peut-être sur le WC pour un projet, après faire une expérience de génétique, de botanique, de métallurgie, et ensuite passer 2 heures de stretching, exercice physique, et ensuite on parle avec les présidents de la République si on veut, et si on veut, on peut parler avec le pape.
È interessante come C'est intéressant en plus comment parler avec les présidents de la République, avec de recherche, de développement de l'Italie représentée par les personnes. Et ensuite on parle avec le pape et il te demande des choses sur Dieu, sur comment on voit la terre de là-haut, sur ces questions vraiment fortes, lourdes. Et je lui ai dit, et pardonnez-moi, je suis un ingénieur spatial, j'utilise d'autres choses. Donc, cette conférence était une invitation pour le pape pour venir avec nous en orbite. Et je veux conclure avec cela. Je suis vraiment très content du fait qu'on est en train d'ouvrir le vol spatial au tourisme. Non pas parce qu'il y a les touristes, mais parce qu'il nous manque dans l'espace une partie de la population qui pourrait vraiment amener beaucoup à nous. Le fait qu'il y ait que des techniciens dans l'espace, c'est important parce que imaginez ce qu'un poète ou un photographe ou un écrivain ou un régiste ou un metteur en scène, pourrait faire dans l'espace. Imaginez cela. Sûrement, ils élargisseraient nos manières de voir les choses. Et j'espère que dans le futur, dans l'avenir, on pourra faire tout cela. Donc, on se voit sur Mars, non? Fra l'altro, quel 20 En plus, le 26 octobre de 2017, quand il y a eu ce dialogue avec le pape François, Roberto, toi, tu étais à côté du pape, alors que Paolo était dans la station spatiale. Oui, c'était un dialogue vraiment très intéressant parce que le pape François a réussi à mettre à l'aise tous les astronautes qui étaient russes, américains, où il y avait aussi Paolo, et les impliquer aussi dans les réponses et les questions qu'il leur avait posées. Revenons sur la Lune, sur cet événement d'il y a 50 ans. Et je voudrais te demander, Roberto, si dans ton intervention, tu pourrais nous faire voir la valeur non pas seulement technique, mais aussi humaine, culturelle et symbolique de cet événement. Et en tant que grand expert de la situation, de la perspective future de l'exploration spatiale, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre? On a déjà parlé de Mars, de ce que cela pourrait être l'au-delà. Voilà. Je voudrais commencer en faisant des considérations sur la grande entreprise lunaire dont on se rappelle aujourd'hui, et entrer dans beaucoup d'idées et comprendre ce qu'on peut s'attendre dans l'avenir. L'Apollo 11 et sa préparation, et en particulier les heures particulières de l'alunissage et la descente, l'atterrissage de l'astronaute sur les satellites, ont créé une profonde attente et une fascination partagée globale. On parle de 500 millions de personnes qui ont regardé à travers l'objectif d'une caméra, de l'une des premières caméras développées exprès pour l'espace, exprès pour endurer aux conditions extrêmes, et qui ont photographié les images avec une puissance incroyable, et donc c'était des moments incroyables. Mais pensons un petit moment ce qui s'est passé d'un point de vue technique. Pour aller sur la Lune, il faut une fusée très grande, l'une des fusées les plus grandes jamais réalisées par l'homme. Il faut un Saturn V, un Saturn développé par Braun, après avoir travaillé avec les Allemands pour les V1, V2, et qui a été amené aux États-Unis pour la phase finale du conflit. Il a terminé de travailler comme directeur du projet Apollo à la NASA. Je voudrais vous faire réfléchir sur les deux
petites parties que vous voyez dans l'image dans le sommet. Tout le reste sert à pousser l'essence qui pousse jusqu'aux petites parties qui vont en orbite. Donc les deux petites parties de la fusée que vous voyez en haut. Donc cela fait en sorte que en jetant une petite partie de soi-même, la fusée se bouge et le combustible est présent dans la fusée. Donc cette merveille de la technologie, je veux la mettre en comparaison avec ce qu'on fait aujourd'hui. Je vous montre une image avec des fusées qui ont existé réellement et pas seulement réelles. Donc l'Energia, le Falcon Heavy de 70 mètres d'auteur, le Ianiser de 90 mètres de hauteur, le SLS, c'est la nouvelle fusée américaine pour les nouvelles missions lunaires, 98 mètres de hauteur. Le N1 a été un projet jamais réalisé. Le Saturne 5 est fait de 110 mètres de hauteur, donc beaucoup. C'est une course de 100 mètres mais en vertical et 150 tonnes d'amener, donc de poids pour les dimensions de la fusée. Le bloc 2 cargo est une fusée très grande qui sera disponible dans l'avenir. La dernière est la fusée qui dérive de la Falcon, donc la deuxième que vous voyez dans l'image, que SpaceX est en train de développer pour aller sur Mars. Les deux dernières fusées sont l'avenir. Le Saturne 5, qui fait partie des fusées existantes qui a opéré pour l'instant, c'est l'une des plus grandes pour l'instant. Donc, dans ces dernières 60 ans, on a fait quelque chose qu'on n'a plus fait et on est en train de planifier quelque chose pour faire mieux. Un autre élément qui est fondamental concerne les minutes dans lesquelles cette fusée a bougé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé pendant chaque seconde 100 fois le combustible qui correspond au vol entier de Lindbergh dans l'Atlantique. Donc le premier vol d'un avion sur l'Atlantique a consommé beaucoup de combustible. Mais dans les 6-7 minutes dont le Saturne a poussé sa fusée au-delà de la Terre, a gâché beaucoup de combustible. Donc on peut imaginer la puissance qu'il y avait cette fusée. Mais cela est un aspect très important de la technologie, très avancé, qui est très difficile à battre, à rejoindre. Mais on se demande plusieurs fois comment sont les retours de ceux qui vont dans l'espace, comme Aldrin et Collins et Armstrong qui vont dans la Lune. Les retombées dans la Lune ont été beaucoup. Ce qui l'espace pousse à faire, c'est d'optimiser la consommation énergétique qui est extrêmement énorme et qui doit être minimisée. Donc il faut minimiser la masse, la volume, la quantité de données qui doivent être transmises pour la quantité de puissance et volume utilisés. Tout cela pousse l'optimisation sur la communication avec la Terre, et le programme Apollo nous a été vraiment très utile parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sont entrés dans notre vie quotidienne qui ne seraient pas existés s'il n'y avait pas un programme de ce genre. Aujourd'hui, on calcule encore que pour chaque dollar qu'aujourd'hui on investit aux États-Unis, mais aussi dans les autres pays, pour l'espace, on reprend 7 ou 8 dollars ou euros, selon les pays, de biens produits pour l'investissement dans l'espace. Donc, c'est un avantage, c'est un investissement très utile pour la société, parce que pour ceux qu'on investit, le retour complexif industriel et de conteneurs productifs sont vraiment extraordinaires. Pensons un moment à cela.
Les ordinateurs. Les ordinateurs sont désormais communs comme les panini, comme les sandwichs. On se rend compte de quelle puissance on a dans nos portables, dans nos ordinateurs. En 1946, les ordinateurs sont comme des armoires à vannes que vous voyez dans la première photo que je vous montre. Et de ce point de vue, n'était pas trop utilisable et cela pouvait rester seulement dans une pièce qui était utilisée seulement par pas trop de personnes. Durant les années, on s'est réduit par des ordinateurs qui sont toujours plus petits et notre portable sont quand même plus technologiques aussi. Les circuits intégrés a été conçu par Jack Kilby, un monsieur de la Texas Instruments qui, en collaboration avec la NASA et en préparation de ce type d'émission, a développé le premier circuit intégré fonctionnant. Donc, ce monsieur de Texas Instruments vous dit quelque chose? Voilà, toutes les dictes de circuits intégrés, les dictes qui ont créé ces téléphones aussi, naissent de cette nécessité. Monsieur Kilby a pris un Nobel, a obtenu un Nobel pour le bien-être économique qu'on a aussi dans notre poche. Et on a beaucoup de ce type d'objets chez nous et dans nos poches. Mais on oublie auparavant, les ordinateurs remplissaient des entières pièces. Mais qui n'a jamais utilisé des moon boots? Donc des chaussures, des bottes qui étaient similaires aux bottes avec lesquelles on allait sur la Lune. Et ces bottes ont été faites par un ingénieur Gross qui était du programme Apollo, qui a développé sa compétence du dessin de la chaussure qui est vraiment allé sur la Lune, en substituant ce qui était la plastique existante dans les chaussures d'avant, qui avait la caractéristique d'être uniforme partout, donc il ne s'adaptait pas au poids et au pied de la personne, avec une sorte d'obstruction qui était pompée, qui était vraiment confortable, parce que les moon boots étaient adaptés parfaitement dans certains points. Donc, dans quelques points, il poussait plus, dans quelques points, il poussait un peu moins. Et c'était une façon révolutionnaire pour adapter le pied à la chaussure et non pas la chaussure au pied. C'est une technologie qui a eu beaucoup de succès. Les astronautes sont recouverts par un tissu très particulier. C'est merveilleux parce que dans les conditions du corps humain, avec une température de 37 degrés, en dehors de l'espace, il y a le vide. Parce que à l'ombre et au soleil, il y a des centaines de degrés. Cette merveille a des tissus bien particuliers parce qu'ils sont endurants aux températures extrêmes. Et ce tissu est utilisé pour créer les toits des stades. Ce stade dans l'image, c'est de Houston. Et ce tissu est couvert et donc est plus léger de l'acier, transparent, et il est adapté pour faire pousser l'herbe sur le terrain. Et il est adapté par l'ingénierie civile et vient directement de la compétence des recherches spatiales. Les coussins d'air, je ne sais pas si vous avez jamais vu pousser, déplacer d'énormes poids juste avec un doigt. Ça, c'est possible parce qu'il y a un petit strat d'air comprimé pour déplacer beaucoup de charges très lourdes pour préparer les rampes de lancement. Et ce sont des systèmes de sécurité qui la technologie de la NASA a permis de développer, les systèmes d'anti-intrusion pour comprendre si quelqu'un est en train d'entrer dans une pièce dans la maison sans avoir les permissions. En plus, on a mis en place les panneaux solaires. Cette photo
montre cette liste orange qui sont des gigantesques panneaux solaires pour aller dans l'espace parce que l'énergie du soleil doit être transformée en énergie électrique et cela a été poussé vraiment dans cette phase. On peut citer des techniques de purification antibactérique mises dans les particules d'argent pour désinfecter les vêtements sans utiliser le chlore. On peut penser aux techniques de vérification mécanique sans qu'ils vibrent, parce que sur cette base, on développe des textes antisismologiques afin de faire vibrer ces structures pour voir si elles endurent, si elles résistent à l'effort du sisme. Si je vous montre ces images, vous savez ce que c'est. C'est le pacemaker et non pas les spacemakers. Donc le pacemaker, c'est une technologie que je ne dois pas vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui survivent, qui vivent grâce à ce type d'outils implantés dans son propre corps. Ce sont des technologies pour refroidir les vêtements avec un système d'eau. Ce sont pensés dans l'espace, même les vêtements utilisés par les sauve-pompiers, des vêtements qui doivent résister à des températures vraiment extrêmes. Si je vous montre cela, vous voyez à votre gauche une perceuse pour percer dans l'espace, mais qui correspond au black and black à droite. Ce n'est pas un cas parce que les instruments qui peuvent fonctionner sans fil, sont aussi dans l'espace, wireless. Et deuxièmement, il y a des techniques qui permettent à la perceuse de pousser, de marcher sans que notre bras tourne. Donc, il tourne sans que notre bras tourne aussi. Donc, cela est utilisé aussi dans les perceuses commerciales parce que c'est un thème très important. On a aussi inventé les horloges au quartz, les montres au quartz, pardon. Vous n'y croirez pas, mais la précision et la fidélité des montres au quartz est fille de l'application lunaire parce qu'on avait besoin d'outils fiables pour vérifier les caractéristiques et le thème. Ou bien le blanket qui permettent de se réchauffer avec un matériel spécial qui sont les mêmes qui ont été utilisés pour couvrir des parties qui sont allées en orbite, pour ne pas parler d'autre chose aussi. Je vous ai donc fait une liste très limitée et je pourrais continuer pendant 2 heures parce que la NASA a un database où il y a beaucoup d'applications avec des informations, des données, avec les bénéfices de ces 50 ans qui ont suivi et même pour l'avenir. L'avenir. Je crois que c'est intéressant d'observer que toute cette question de Apollo s'est développée dans un monde qui était en grande partie en difficulté politique. Quelqu'un parle du défi spatial des puissances d'autrefois. Donc, on rejoint le Spoutnik, les Russes, la première femme et le premier homme sur l'espace, le discours de Kennedy. On reprend des choses vraies, des importants faits basés sur le passé et basés sur une compétition de type civil et non pas militaire. Pourquoi je souligne cela? Parce qu'il s'agissait des années très particulières. Pendant le 28 avril 1958, l'Angleterre entre dans les puissances atomiques les plus grandes. Peu d'années après, on parle
on parle de la création de la NASA, une agence afin de compéter avec les Russes. En 1959, Castro entre à l'Havana. En 1960, on a une fusée en Pouille, une fusée nucléaire aux Pouilles, donc en Italie. En 1961, on crée le mur de Berlin. Donc on parle d'un monde en conflit, donc un monde qui a plein d'armes de destruction de masse dans les territoires. Et ensuite, nous avons le discours de JFK de Kennedy à Houston. Donc, un discours qu'on ne s'attend pas. Et c'est important de rappeler que Kennedy, dans 2 occasions, a proposé aux Soviétiques d'aller avec eux sur la Lune, donc d'aller ensemble sur la Lune. Il a proposé aux Russes d'aller ensemble faire cet incroyable projet, et les Russes n'acceptant pas ce type de projet, mais qui démontre aussi que l'espace a une dimension extraterrestre, non pas parce qu'on est autour de notre planète, mais parce que cela nous amène dans un contexte de participation internationale avec des nations qui ne sont pas amies, donc qui a une valeur très forte. Et on s'attend, on espère d'avoir un bon avenir sur cela. Le 22 novembre de 1963 a été tué, Kennedy, donc il n'a jamais vu son rêve se mettre en place, mais on sait que après on y est arrivé, donc après la mort de Kennedy, on y est allé 6 fois, et l'enthousiasme dont on parle fut extraordinaire pendant 16 heures, pendant 16 jours. Je pourrais l'appeler une passion globale, mais les passions globales ne durent pas longtemps. Qui se rappelle entre vous des astronautes de l'Apollo 12? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui se rappellent de ces astronautes qui sont allés dans l'orbite après quelques mois après Apollo 11. Mais Apollo 14, 15, 17 ont été oubliés, alors que 11 et 13, non. Mais l'opinion publique oublie très rapidement. L'opinion publique pense à quelque chose d'autre très rapidement. Le monde, je répète, est un monde avec beaucoup de problèmes de tout type. Donc une chose qu'on ramène chez nous, c'est que le Apollo a représenté le sommet, un moment magique d'un partage sur la Lune. Donc sur la Lune, ce sont les Américains qui sont y allés. Mais l'admiration pour ce que les Américains ont fait et le sens de grandeur de l'espèce humaine a été partagé par le monde entier. Pendant une seconde, pendant une minute, pendant un an, a été une victoire qui a été partagée. Ensuite, on est revenu dans les normales activités de la vie quotidienne. Une question. Aujourd'hui, avons-nous encore une trace, la capacité de faire face l'inconnu, l'espace avec le même esprit? Je dirais que les individus d'aujourd'hui perçoivent encore la fascination de l'espace. Aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes passions, la capacité d'activer comme nation le même type de défis, qui ne sont pas des défis contre, mais des défis pour arriver à quelque chose. Quelle est la raison? La raison est parce qu'on est allé sur la Lune, parce qu'on n'a pas la même respiration, le même souffle. Je crois que le potentiel pour revenir à ce type d'enthousiasme qu'on avait avant est possible, parce qu'au final, nous avons faim. On est affamé, non pas de pain, mais d'autres aussi. Et effectivement, la recherche, après avoir résolu un problème, après avoir compris quelque chose de nouveau, est quelque chose qui nous fait comprendre qu'il y a un sens pour vivre. La stamine n'est pas seulement liée aux muscles, mais au cerveau aussi. Et c'est important, ici au meeting cette année, il y a une exposition sur le cerveau. Et en entraînant le cerveau,
on peut arriver à atteindre beaucoup d'objectifs très forts. On a un désir inné de vaincre la force de gravité, d'aller jusqu'au ciel, même depuis quand on est enfant. L'espace est pour peu de personnes qui y vont, mais c'est pour tout le monde, parce que c'est un défi qui touche beaucoup de domaines, de différents types de disciplines, beaucoup de problèmes à résoudre, parce que c'est une source idéale pour un problem solving, donc pour résoudre les problèmes, une superficialité dans l'ensemble. Juste pour conclure, je voulais parler de l'avenir. Si on regarde l'avenir, face à nous, on a la Lune et ensuite on a Mars. Mars est pour nous comme un magnète qui attire l'imagination de l'homme moderne depuis les temps de Schiaparelli, et on se rappelle du malentendu de Schiaparelli, notre astronome italien, et Lowell, l'astronome américain, qui, en traduisant mal ses observations, il a mal interprété l'existence des Martiens dans Mars. Les Martiens sont restés dans notre imagination, même si personne ne l'a jamais vu. Aller sur Mars est bien difficile et bien plus difficile d'aller sur la Lune. Mars est plus loin que la Lune, il faut aller encore plus rapidement. Là, il y a une liste, je n'entre pas dans les détails, mais pour les 60 fois qu'on a essayé d'aller sur Mars, et les tentatives des Russes ont toujours échoué, les Américains ont échoué parfois, mais parfois ils ont aussi envoyé des robots qui ont fait des images, ont pris des images de la planète merveilleuse. En 2013, on fait la découverte de l'eau liquide sous la surface de la calotte martienne. Et en 2016, avec ExoMars, un projet de la NASA, on a mis en place en orbite avec Schiaparelli une sonde pour atterrir sur Mars, mais pendant les derniers kilomètres, elle a échoué, donc elle n'est jamais arrivée. En 2020, on aura la deuxième partie de ExoMars, une mission vraiment très importante, très intéressante, parce qu'elle vise à amener sur la planète Mars un rover avec une perceuse. Et on sait que sous la surface de Mars, il y a de la glace, et à l'intérieur de cette glace, il y a de la poussière, et peut-être qu'il y ait des traces intéressantes pour amener une éventuelle présence de vie biologique dans le passé sur Mars. Mars est l'avenir, et pour vous donner une idée, cela coûte 10-15 fois plus que les projets sur l'orbite traditionnelle. Et actuellement, il y a deux façons pour faire face à une mission. Voilà, je vous montre. Je vais rater quelques parties parce que je ne veux pas perdre beaucoup de temps. Il y a deux manières il y a une manière qui propose l'Agence nationale pour amener la maturation de la technologie pour pouvoir un jour atterrir avec des hommes sur Mars. Et après, il y a l'approche de ce monsieur que vous voyez en photo, qui est en train de développer le Big Falcon Rocket, l'une des fusées les plus grandes que je vous ai montré avant, pour aller lui-même coloniser la planète rouge, Mars, en se basant sur les investissements privés et sur les modalités pour développer cette observation spatiale conduite par le monde des industries et le monde des privés. On ne sait pas qui aura les témoins en main entre les deux approches. La NASA le disait il y a 20 ans, il y a 10 ans aussi. Elon Musk voudrait le faire dans les prochains 4-6 années. Et c'est une grande question encore ouverte pour l'instant.
Elon Musk a fait quelque chose d'important pendant ces années. SpaceX, Tesla, des piles puissantes, des puissances, pardon, et des choses qui sont de plus en plus amenées à notre attention. Et la NASA a une force gouvernative vraiment puissante. Et il y aura peut-être une collaboration différente avec ces points d'interrogation. Je conclurai ainsi mon intervention. Je vous remercie beaucoup. Bene, grazie. No, Très bien. Je voudrais poser une dernière question. Nous sommes en train de parler d'aventures qui ont eu un succès planétaire unique. Et très souvent, nous parlons de ce genre de choses dans leur moment positif, c'est-à-dire quand les choses marchent, quand on a du succès et que l'on atteint notre but. Ce n'est pas toujours comme ça. Dans le monde de l'exploration spatiale, comme on l'a déjà dit, il y a beaucoup de risques. C'est un monde où les choses dépendent d'une série de facteurs complexes, où la rigueur, l'entraînement, la détermination et la durée dans le temps sont absolument nécessaires. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment diffusé dans notre culture, c'est vraiment répandu. Il s'agit de projets qui ont une durée de décennies et non pas en termes de minutes ou heures. Des décennies avec des centaines de milliers de personnes qui sont totalement consacrées à un but commun. Cela nous demande une grande motivation. Donc, je vous pose une question personnelle. Vous travaillez, nous travaillons, mais vous travaillez en particulier dans un monde qui a ce type de caractéristiques. Donc, la question personnelle est la suivante. Quelle est la source de cette motivation, même quand les choses comme cela se produit très souvent, quand les choses ne vont pas comme on l'avait prévu, quand il faut trouver des énergies que l'on ne pensait pas d'avoir besoin. Cela montre une ténacité, une passion qui vous permet de faire ce que vous faites. C'est une question apparemment simple ou difficile. C'est difficile de répondre. Je reviens au fait que je suis un ingénieur spatial. Donc, quand on commence à faire on parle du sens des êtres humains, je me gratte un peu la tête parce que c'est pas facile. Quand on fait quelque chose et que cette chose est difficile, il faut commencer en faisant quelque chose qui nous passionne. Qu'est-ce que la passion? Chacun a sa définition. Je la définis comme un moteur intérieur qui te pousse à faire quelque chose. Tu veux la faire. Très souvent, aujourd'hui, on fait quelque chose parce que cela nous amène des sous, de la célébrité, un retour immédiat. Et après, il s'agit d'un échec parce qu'on n'a pas la ténacité à surmonter les déceptions et les erreurs possibles. Tout le monde est capable de faire des choses simples. Ce sont les rêves impossibles qui sont difficiles à réaliser. Pour ce type de rêve, il faut vraiment une passion concrète. J'ai pu voler dans l'espace quand j'avais 50 ans, quand beaucoup d'astronautes prennent leur retraite. Ce n'était pas simple. Il a fallu des questions multiples, des épreuves multiples. La première fois, je n'ai pas été acceptée, la deuxième non plus. Ensuite, je n'étais pas confiée à une mission, à une équipe, donc j'ai attendu. À la base de cette ténacité,
qui vient de ma passion, parce que c'était ce que je voulais faire. Et je vous encourage, dans mes présentations, les jeunes me demandent très souvent « Combien prends-tu pour ton salaire ?» C'est quelque chose qui me laisse un peu perplexe parce que je ne comprenais pas le sens. Ils pensent « c'est joli l'histoire de l'astronaute, mais est-ce qu'il est riche? Sinon, je ne le fais pas. Sinon, je ne commence pas à faire tous les tests. On te met sous la terre, dans l'espace. » Parce que je dois être riche et célèbre, donc je ne veux pas le faire. Mais cela n'est pas le vrai moteur. Le vrai moteur est faire quelque chose parce que tu veux la faire. Cela émerge d'une passion. Si tu fais quelque chose avec passion, tu arrives à faire ce que les Américains appellent l'extra mile, c'est-à-dire le pas extrême, le dernier pas que tu peux faire quand tu penses d'en avoir plus d'énergie. Dans notre culture, on tue les erreurs. Si on fait des fautes, on regarde autour de nous et s'il n'y a personne, on pense « je me barre, ce n'est pas ma faute ». C'est ce que j'ai appris à la NASA. Ma faute n'est pas ma faute, c'est la faute du système. Bien sûr, c'est moi qui ai fait une faute. Mais pourquoi? Tu n'étais pas assez entraîné, il n'y avait pas des bons appareils, il n'y avait pas personne qui te guidait. Ce n'est pas toi qui fais une faute. Tu as fait la faute physiquement, mais tout le monde a poussé à le faire. Donc, nous, on doit contrôler cette faute, cette erreur et essayer de le prévenir dans l'avenir. Donc, la personne qui fait une faute est la personne qui découvre quelque chose. Donc, tu le dis, tu es fier. Tu es fier d'avoir fait quelque chose qui a tué les restes de l'équipage dans l'entraînement, mais parce que tu as découvert quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que l'on doit apprendre dans notre société. On devrait apprendre à identifier nos passions et ne pas se perdre, ne pas perdre nos passions. Même faire le coiffeur est important. Une fille, l'autre jour, me dit « Comment tu t'appelles ?» Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?» Elle m'a dit « Je veux faire la vendeuse des glaces. » Tout le monde riait parce qu'on s'attendait à une profession importante, le médecin, l'avocat. Mais elle a dit « Je veux vendre des glaces. » Mais si tu deviens une bonne vendeuse de glace, tu peux devenir la plus importante du monde. Donc, utilisons nos passions, suivons nos passions, parce que cela nous amènera à des résultats inattendus. Ma intanto mi rifarei al discorso di Kennedy. Tout d'abord, je veux revenir sur le discours de Kennedy, qui est très important, surtout s'il a été prononcé par un homme politique, parce que cela a mis en mouvement une nation entière. La décision d'entreprendre un chemin difficile et non pas un chemin facile est très intéressant. C'est quelque chose que notre société devrait récupérer même dans des moments de bien-être et pas seulement dans les moments de crise. Le problème que l'on peut avoir, c'est que quand il y a peu de difficultés, on décide d'avoir des objectifs plus faciles. Quand tu as plus de ressources, plus de facilité à résoudre le problème, on essaie de faire quelque chose de facile. Et il faudrait récupérer cette volonté même quand les choses vont bien, parce que sinon on a besoin des catastrophes. Et j'espérerais de ne pas devoir attendre des catastrophes. La deuxième remarque est que la passion, comme le dit Paolo, est importante. Selon moi, avant la passion, il y a une curiosité, un objectif, quelque chose qui nous fait réveiller le matin pour atteindre certains résultats. Ça peut être des choses très variées. Des personnes qui veulent aller dans l'espace, d'autres veulent devenir des scientifiques. Un autre veut découvrir une meilleure formule pour faire de la glace.
Cette curiosité qui est une caractéristique de l'humanité par rapport aux autres espèces est enracinée dans notre cerveau. On doit savoir l'exalter, on doit savoir la mettre en exergue. Nous sommes des êtres très sensibles au contexte social et si nous sommes introduits dans des contextes sociaux qui ne nous aident pas à stimuler notre curiosité et à construire sur elle, on peut faire des choses qui sont moins dignes de ce que l'on mérite. La curiosité, grâce aussi au support de l'éducation et à la formation qui devient une passion, et elle donne du sens à l'aventure de chaque individu et lui donne la possibilité d'atteindre des objectifs où le sacrifice et l'effort devient négligeable. Combien d'efforts, combien de sacrifices peut-on supporter? On ne le sait pas. Cela dépend de la force de notre motivation et de la force de notre détermination à atteindre un objectif. On est vraiment flexible. Donc l'éducation, l'exemple, la formation dans les familles et à l'école devrait être basée sur le fait de stimuler le regard des petits-enfants pour qu'après la primaire, la secondaire et le lycée, ils puissent garder ce type de regard brillant et ils puissent affronter le monde avec cette attitude. À ce moment-là, la frustration, le sacrifice devient gérable. Si cette étincelle de passion est perdue, on s'arrête à la première difficulté. Siamo partiti. On a commencé en évoquant le regard émerveillé des anciens envers la Lune et ce parcours bref mais intense nous a permis de réaliser ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Combien notre regard a changé, combien notre conscience d'être sur cette planète est plus sûre. Il y a une phrase de Neil Armstrong qui résume, de son point de vue, cet événement d'il y a 50 ans. Il a écrit « La chose la plus importante de la mission Apollo a été le fait de démontrer que l'humanité n'est pas liée pour toujours à une seule planète et que notre vision peut franchir cette limite et que nos opportunités sont infinies. » On peut peut-être parler de ce que signifie infini, illimité, mais on peut au moins dire que ce n'est pas limité par notre imagination parce que il y a 200 ans, qui aurait pu imaginer le dialogue d'aujourd'hui? Ça aurait été impossible. Dans ce développement et progrès, ce qui nous touche est que, aujourd'hui encore, le point de départ pour un pas de connaissance, de conquête ultérieure est le même émerveillement que les anciens avaient en regardant la Lune de loin et sans comprendre le sens physique. L'ouverture originale, l'émerveillement face à la réalité est l'étincelle qui fait naître la curiosité, la passion avec lesquelles une personne décide d'avoir un objectif et commence à travailler avec les autres. Parce que les autres, avec lui, puissent profiter de la beauté de la réalité et de la connaissance de la réalité. Cette merveille met notre raison en mouvement et fait émerger des questions qui nous permettent et qui nous permettront encore d'entrer en relation avec toutes les choses, d'avoir une relation profonde avec toutes choses, avec le monde entier, jusqu'à découvrir le sens des choses,
ce qui le rend belle et utile pour notre humanité, pour l'humanité entière. Donc merci pour le dialogue d'aujourd'hui. Scusate, ho ben 3 avvisi. J'ai 3 annonces. Premièrement, parmi les autorités ici présentes, je veux transmettre mes salutations au Père Franco Carol, le recteur du sanctuaire de la Sainte Maison de Loreto. Il y a une raison particulière. Il nous a fait savoir qu'à l'occasion du centenaire de la proclamation de la Vierge Bienheureuse de Loreto, patronne des astronautes et de tous les autres métiers de l'espace, le pape François a concédé le jubilé pour toutes les personnes impliquées dans le monde de l'aviation civile militaire, pour tous les travailleurs et les passagers et pour tous les fidèles qui vont faire un pèlerinage à Loreto de tous les coins du monde. Donc avec ce souhait, on fait tous partie de cette attention particulière du pape François, aussi envers ce monde particulier qui surmonte et qui dépasse les limites de l'orbite terrestre. Deuxièmement, on est presque à la fin de ces meetings et ce n'est pas encore trop tard. Il n'est pas trop tard pour exprimer notre gratitude, notre reconnaissance au meeting en faisant des dons qui vous avez déjà donnés de manière généreuse pendant cette semaine. Ce n'est pas important la quantité que vous donnez, mais vous pouvez soutenir, c'est un geste pour soutenir cet événement. Un événement que beaucoup de personnes ont aimé et qui rend possible ce qui autrement ne serait pas possible. C'est un geste concret que nous pouvons faire dans les kiosques avec les bénévoles avec un t-shirt rouge d'Onaora et un cœur rouge d'Onaora. Une dernière remarque, pour ceux qui veulent continuer un dialogue informel, poser quelques questions à nos intervenants, Paolo Roberto, vu qu'une rencontre va commencer tout de suite dans la même salle, dans la salle B2, ici à côté, on a un petit espace pour rester un peu avec eux, pour un dialogue libre et pour libérer cette salle. Merci, au revoir.